D'ici 2030, Đồng Tháp devrait figurer parmi les leaders du développement du delta du Mekong. L'expérience du ministère de la Sécurité publique met en évidence le rôle crucial des membres exemplaires du parti. Rencontrons en fin d'édition un jeune photographe qui a capturé la beauté de Ho Chi Minh Ville pour la présenter aux étrangers. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm a présidé ce mercredi 11 décembre une séance de travail avec le comité du parti de la province de Đồng Tháp. Après avoir salué les réalisations de Đồng Tháp, To Lâm a exhorté la province à mobiliser toutes ses ressources et forces disponibles afin de réaliser des avancées majeures afin de contribuer au développement du delta du Mekong et du pays. Le secrétaire général a également recommandé à Đồng Tháp de prioriser l'investissement dans l'éducation et la formation tout en combinant les ressources locales avec des technologies, des connaissances et une gestion avancée afin de porter l'économie locale à un niveau supérieur. Plus tôt ce mercredi matin, le secrétaire général To Lâm s'était rendu sur le site dédié à Nguyễn Sinh Sắc, père du président Ho Chi Minh, dans la ville de Cao Lãnh. Il a offert de l'encens et des fleurs en hommage et a planté un arbre souvenir de ce lieu de mémoire. Ce mercredi toujours, le président de la République Lương Cường s'est rendu au siège du ministère de la Sécurité publique à Hanoï. Il a félicité le ministère de la Sécurité publique pour ses performances exceptionnelles, contribuant à la défense de l'indépendance et de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et du régime socialiste. Le ministère a également pris l'initiative de la transformation numérique et mis en œuvre la résolution 18, créant une force propre, forte et moderne avec une structure organisationnelle efficace. Le chef de l'État a ensuite confié au ministère la tâche d'assurer la sécurité absolue lors des grands événements nationaux, en particulier les prochains congrès des organisations du parti à tous les niveaux en vue du 14e congrès national du parti. Le Premier ministre a souligné l'importance de l'éducation aux droits de l'homme qui revêt une importance stratégique pour le développement global des citoyens socialistes vietnamiens et la construction d'un État de droit socialiste lors de la conférence nationale sur l'éducation aux droits de l'homme qui a eu lieu aujourd'hui. Dans son discours, le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam menait un travail cohérent et régulier en matière de droits de l'homme à travers des actions concrètes. Selon lui, la protection et l'éducation des droits de l'homme constituent une tâche collective et nationale. Le Premier ministre a donc exhorté les ministères, secteurs, agences et localités de continuer à mettre en œuvre efficacement les politiques et directives du parti ainsi que les mécanismes politiques et lois de l'État visant à garantir les droits de l'homme. Le Premier ministre Phạm Minh Chính vient de signer le télégramme officiel numéro 113 visant à simplifier les procédures administratives, réduisant ainsi les désagréments et les coûts de mise en conformité pour les habitants et les entreprises dès la phase de rédaction des documents juridiques. Il a ordonné une révision immédiate pour éliminer les procédures qui entravent la production, les activités commerciales et les affaires des citoyens, suggérant que plusieurs lois soient modifiées par le biais d'un seul document. La rationalisation de l'appareil politique tel que défini dans la résolution numéro 18 du comité central du parti exige la détermination et des mesures décisives. L'expérience du ministère de la Sécurité publique met en évidence le rôle crucial des responsables et des membres exemplaires du parti dans ce processus.
Après avoir rejoint la police en 1994, Phong est devenu chef de la division de la gestion administrative de l'ordre social de la province de Hanam. À la suite de la restructuration de l'année dernière, il a été réaffecté au poste de chef adjoint d'une autre unité. À ce moment-là, j'étais un peu inquiet. Pourtant, il s'agissait d'une mission politique importante. Ainsi, j'ai rapidement identifié ma responsabilité en tant que membre du parti. Je dois donc montrer l'exemple en sacrifiant mes intérêts personnels pour le développement du pays. Phong fait partie des milliers d'officiers prêts à accepter des postes subalternes pour soutenir les efforts de rationalisation du secteur. Nombre d'entre eux, y compris les chefs d'unité, se sont même portés volontaires pour prendre une retraite anticipée. La rationalisation de l'appareil politique ne consiste pas seulement à réduire les effectifs, il s'agit de créer une force légère, forte et compétente. À l'approche de l'âge de la retraite, je veux éviter d'accabler mes supérieurs ou mon unité, c'est pourquoi j'ai déposé une demande de départ à la retraite. Les membres du parti et les officiers, en particulier les dirigeants, ont donné l'exemple du sacrifice, favorisant un engagement collectif en faveur de la rationalisation. Le ministère de la Sécurité publique a dissous 6 départements généraux en 5 ans et supprimé 55 unités de niveau départemental et près de 300 divisions. La police locale a fusionné 20 unités, réduisant ainsi plus de 500 unités de niveau départemental et 1000 points focaux de niveau équipe. La réorganisation s'est concentrée sur les capacités et les rôles, créant un appareil efficace avec des réalisations notables. Par exemple, sans augmenter les effectifs, la police a déployé des agents au niveau des communes et a complété la base de données nationale sur la population en un an seulement. Alors que dans d'autres pays, cela aurait pu prendre des décennies. La rationalisation de l'appareil politique est sans aucun doute un défi, mais l'expérience montre que le succès est au rendez-vous lorsque les officiers, les membres du parti et surtout les dirigeants montrent l'exemple. Située dans le delta du Mekong, la province de Long An fait partie de la zone économique de Pointe du Sud. Ces dernières années, les agriculteurs de Long An se sont progressivement tournés vers l'agriculture biologique. Ils se concentrent sur la qualité des produits en profitant des avantages locaux. De ce fait, le secteur agricole de Long An s'oriente davantage vers le développement durable. Les détails dans le reportage qui suit. Dès le début de la culture du fruit du dragon, cet homme a choisi une méthode de culture respectueuse de l'environnement en utilisant des engrais issus des écorces de Melaleuca. Les agriculteurs doivent comprendre les connaissances de base sur l'utilisation d'engrais et de pesticides pendant le processus de culture pour garantir que le fruit du dragon ne contient pas de résidus de pesticides. Auparavant, l'écorce de Melaleuca était considérée comme un déchet agricole, mais après avoir été traitée avec une technologie microbienne, elle peut devenir un engrais organique riche en nutriments. Les pesticides peuvent avoir un effet négatif sur la photosynthèse des plantes et sont nocifs pour l'environnement. En revanche, les engrais organiques enrichissent le sol, augmentent la douceur du fruit du dragon et sont bénéfiques pour la santé humaine. Dans le district de Tân Hưng, les membres de la coopérative Hưng Tân appliquent de nouvelles techniques pour cultiver le riz. Ils plantent le riz en rangée fixe avec une densité plus faible, créant ainsi un espace entre les plants. Cette méthode contribue non seulement à réduire les émissions, mais favorise également la croissance verte. C'est l'une des initiatives mises en œuvre dans le cadre du projet 1 million d'hectares de riz de haute qualité. Réduire l'utilisation d'engrais et de pesticides m'aide à réduire les coûts de main-d'œuvre et à augmenter les bénéfices. L'agriculture biologique réduit également la pollution de l'environnement et est meilleure pour la santé des agriculteurs. L'agriculture durable contribue à augmenter les profits et à protéger l'environnement. Nous devons donc sensibiliser les agriculteurs et les gestionnaires à l'importance du développement agricole durable.
Grâce à l'agriculture biologique, la province de Long An compte actuellement 2600 hectares de zones de matières premières certifiées VietGAP, 400 hectares cultivés selon les normes GlobalGAP et 14 000 hectares répondant aux normes de qualité à l'exportation. Cette province maintient toujours l'agriculture comme un pilier de l'économie, garantissant la sécurité alimentaire et contribuant au développement global du pays. Il ne reste que près de 2 mois avant le nouvel an lunaire. C'est pourquoi, dès ce moment, à Ho Chi Minh Ville, les gens ont commencé à faire du shopping pour préparer la plus grande fête de l'année. Mais cette année, les consommateurs ont tendance à simplifier les démarches de tête. Ils visent progressivement à acheter des produits pratiques, sains et à des prix abordables. Les années précédentes, le Tết était une occasion où la famille de Dung choisissait de voyager. Mais cette année, elle décide de rester à Ho Chi Minh Ville. Pour célébrer cette fête, elle se concentre sur l'achat d'articles essentiels au quotidien. Elle a donc acheté des paniers cadeaux d'épices pour les offrir à ses amis et à ses proches. Les produits essentiels, tels que le sucre, le riz et les sauces, sont largement utilisés pendant le Tết. Parce que c'est une occasion où nous préparons beaucoup de repas pour la famille. C'est pourquoi je trouve nécessaire d'acheter ces produits. Selon une enquête menée auprès des détaillants, certains produits comme la bière et les confiseries ont connu une forte baisse. Cependant, les friandises uniques contenant des noix et bons pour la santé sont très prisées à cette occasion. Ma famille choisit des produits sains et à des prix raisonnables. Nous avons décidé de dépenser économiquement parce que la situation économique de cette année est difficile. Conscientes de ce changement de comportement des consommateurs, les entreprises ont ajusté leur stratégie d'approvisionnement. Par exemple, certains fournisseurs ont augmenté leur stock de 20% pour le nouvel an lunaire en se concentrant sur les articles essentiels à prix stable. Des paniers cadeaux sont proposés à des prix abordables pour mieux s'adapter aux besoins des consommateurs. Nos paniers cadeaux comprennent des articles essentiels, tels que de l'huile de cuisson et de la sauce de poisson de bonne qualité, avec des réductions spéciales pour le nouvel an lunaire. Selon les experts, les dépenses de consommation totale au cours de la saison du Tết 2025 augmenteront d'environ 5% par rapport à 2024. Cependant, au cours des 4 derniers trimestres, l'industrie des biens de consommation n'a pas encore enregistré de signes de croissance positive. Le pouvoir d'achat n'est actuellement pas élevé. Par conséquent, les détaillants ont lancé des promotions agressives, notamment des remises de 50% et des offres en acheter en offert, dans l'espoir de stimuler les ventes d'ici la fin décembre. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 11 décembre. Depuis avril dernier, les forces frontalières du Vietnam et du Cambodge ont mené près de 100 patrouilles conjointes. Les deux pays ont maintenu des échanges réguliers de délégations à différents niveaux avec la participation de plus de 440 délégations et de plus de 2000 personnels. En outre, les deux pays ont collaboré avec succès dans des programmes de développement des ressources humaines et de formation linguistique. Ces initiatives ont contribué à renforcer la solidarité, à améliorer les relations bilatérales et à instaurer une confiance mutuelle entre leurs forces. Le taux de natalité au Vietnam est tombé à son plus bas niveau historique. L'année dernière, le taux de fécondité estimé était de 1,76 enfants par femme. Selon le ministère de la Santé, ce taux devrait encore baisser dans les années à venir.
En outre, bien que le rapport des sexes à la naissance au Vietnam reste sous contrôle, il continue d'être élevé et ne montre aucun signe de diminution. L'année dernière, le rapport s'élevait à 112 garçons et 100 filles. Le modèle du groupe communautaire de technologie numérique est efficace dans de nombreuses localités. Et Bà Rịa Vũng Tàu en est un exemple. En plus des agences, organisations et entreprises, cette transformation numérique a pénétré profondément dans la vie de chacun. La province de Bà Rịa Vũng Tàu s'efforce d'achever sa transformation numérique et de former un modèle urbain intelligent d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, les groupes communautaires de technologie numérique aident les habitants à utiliser les plateformes numériques. N'ayant pas le temps et ne connaissant pas les démarches administratives, de nombreuses personnes n'ont pas pris connaissance des avantages de l'application d'identification électronique VNeID. Cependant, des bénévoles se sont rendus au domicile des gens pour leur apprendre à l'utiliser. L'équipe de technologie numérique fournit un support très détaillé et rapide. Je suis très reconnaissant. Les membres du groupe communautaire de technologie numérique du quartier 7 de la ville de Vũng Tàu aident les gens à accéder plus facilement à l'environnement numérique. Les gens reçoivent des codes QR, des instructions pour utiliser l'application d'identification électronique VNeID et la diffusion de connaissances sur la prévention de la fraude dans la cyberespace. Les gens sont souvent actifs même le week-end. En cas de nécessité, ils se rendent chez les gens pour se propager et sensibiliser. À ce jour, le quartier a réalisé 80% de sa transformation numérique et tout le monde s'unit pour obtenir des résultats élevés. 100% des quartiers, villages et hameaux forment des groupements communautaires numériques. L'équipe est toujours prête à accompagner les gens dans la promotion de la transformation numérique. À ce jour, la province de Bà Rịa Vũng Tàu compte 503 groupes communautaires de technologie numérique avec près de 3000 membres. Il s'agit d'une force essentielle qui aide les localités à promouvoir l'utilisation des plateformes numériques et de la technologie numérique de manière plus pratique et plus simple. Après la pandémie de Covid-19, le tourisme vert et rural devient de plus en plus populaire auprès des touristes. Récemment, le village maraîcher de Cha Quế a été reconnu par l'Organisation mondiale du tourisme sur la liste des plus beaux villages touristiques du monde en 2024. Auparavant, les villages de Tân Hóa et Thái Hải recevaient également ce titre. Cette réalisation affirme non seulement l'attractivité des villages vietnamiens, mais contribue également à positionner le tourisme rural vietnamien sur la scène internationale. Après avoir dépensé des centaines de millions de dong pour le voyage au Vietnam, Jeanne et son mari ont décidé d'essayer de cultiver des légumes au village maraîcher de Cha Quế à Hội An. Cette décision les aide non seulement à apprendre de nouvelles techniques agricoles, mais aussi à mieux comprendre la vie rurale au Vietnam. J'ai vraiment apprécié cette expérience. C'était formidable de voir des agriculteurs vietnamiens cultiver des légumes en utilisant des engrais naturels. Autrefois considéré comme le nombril des inondations de la province de Quảng Bình, Tân Hóa est aujourd'hui devenu un village touristique préféré de nombreux touristes internationaux avec de nouvelles expériences. Chaque année, cette région souffre d'inondations, mais les gens restent optimistes et heureux. On peut voir des maisons flottantes. Ce sont des initiatives qui nous permettent de survivre les jours de pluie lorsque le niveau de l'eau monte et de profiter des valeurs naturelles pour développer le tourisme. En combinant de riches ressources naturelles, une culture unique et un engagement en faveur du développement du tourisme durable, 3 destinations au Vietnam, à savoir Cha Quế, Tân Hóa et Thái Hải, ont été reconnues par l'Organisation mondiale du tourisme comme les plus beaux villages touristiques du monde.
Nous avons plus de 160 pays membres et le Vietnam compte 3 villages reconnus. C'est un très bon résultat. Je pense que le Vietnam est vraiment devenu un exemple de développement touristique durable. Récemment, la première conférence internationale sur le tourisme rural s'est tenue à Quảng Nam avec la participation de plus de 300 délégués de 50 pays du monde entier. Cela est considéré comme une opportunité en or pour l'industrie touristique vietnamienne de promouvoir son image et surtout de présenter le potentiel du tourisme rural aux étrangers. Grâce au développement des réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes sont capables de poursuivre leur passion pour la photographie sans avoir à faire d'études spécialisées. Il leur suffit d'un appareil photo ou même d'un téléphone portable pour partager avec le reste du monde de belles images. Dans le reportage suivant, rencontrons un jeune professeur qui a capturé la beauté de Ho Chi Minh Ville et l'a présentée aux amis internationaux. Les gratte-ciels emblouissantes de Ho Chi Minh Ville. L'énergie vibrante du marché de Chum Hom le jour du Nouvel An. Les bouddhistes qui se rassemblent à l'emblématique pagode Hoang Phap. Ou un moment serein et poétique alors qu'un agriculteur se dirige vers les champs sous le soleil brûlant de l'été. Derrière ces scènes à couper le souffle se cache un seul compteur. À travers l'objectif de son appareil photo, le jeune photographe Cuong Thinh capture l'essence du Vietnam, révélant sa beauté, sa culture et sa vie dynamique. Connu sous le nom de East sur Instagram, il a construit une clientèle fidèle en capturant la beauté unique du Vietnam, une photo à la fois. J'ai commencé à m'intéresser à la photographie en surfant sur Facebook. Je voyais des photos incroyables et je me demandais comment les gens parvenaient à les capturer. Au début, j'ai commencé avec mon téléphone. Peu de temps après, j'ai réalisé que je voulais en faire plus, alors j'ai demandé à mon père si je pouvais m'acheter un appareil photo approprié, et il a accepté. Pendant des années, Thinh a exploré presque tous les toits terrasses de la mégapole du Sud, passant d'innombrables heures à attendre que la lumière parfaite éclaire l'horizon. À travers son objectif, il a documenté la transformation de Saigon, d'une ville centrée autour de Bitexco, à l'essor de monuments imposants comme l'Enmac 81 et l'expansion urbaine de Thủ Thiêm. Au début, j'aimais monter sur les toits terrasses pour prendre les photos. J'ai passé 6 à 8 ans à explorer près de 90% des toits terrasses d'Ho Chi Minh Ville, à la recherche des skylines et des lumières de la ville. Au fil des ans, j'ai été témoin de la transformation de la ville. Lorsque j'ai commencé, l'horizon de Saigon était dominé par Bitexco, bien avant que Landmark 81 entre en scène. Voir le développement de Thủ Thiêm et la façon dont la ville s'est développée a été incroyable. Il ne s'agit pas seulement de prendre des photos, il s'agit de documenter l'évolution d'un endroit que j'appelle chez moi. Mais le parcours de Thinh ne s'est pas arrêté en ville. En quête d'une nouvelle inspiration, il s'est tourné vers la campagne vietnamienne. Ses photos offrent plus que de belles images. Elles racontent des histoires sur les gens, la culture et les paysages en évolution du pays. Au début, j'adorais photographier les paysages urbains, ils me donnaient une vision différente de la ville. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que j'étais davantage attiré par la nature et les gens. Il ne s'agit plus seulement de bâtiments ou de blocs de béton. Je trouve plus d'émotion dans les photos qui montrent l'interaction humaine. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de quelque chose de nouveau. C'est alors que j'ai réalisé que je devais photographier ce que Ho Chi Minh Ville ne pouvait pas offrir.
j'ai commencé à m'aventurer dans la campagne, à visiter des villages artisanaux et à documenter la façon dont les gens pêchent, chassent et travaillent de leurs mains, des scènes bien éloignées de la vie urbaine. Être immergé dans l'agitation de la ville, entouré de gratte-ciel et de maisons vides, m'avait laissé déconnecter. La campagne m'a donné une nouvelle perspective sur la vie, qui est devenue inestimable. Les paysages du Vietnam se sont révélés bien plus beaux et diversifiés que je ne l'avais imaginé. Chaque visite m'a donné envie d'en voir plus, me poussant à revenir pour capturer de nouveaux angles. À travers son objectif, Thinh offre une fenêtre sur un Vietnam que de nombreux étrangers n'auraient peut-être jamais imaginé. En partageant son voyage en ligne, Thinh a construit un pont entre le Vietnam et le monde, aidant les téléspectateurs à apprécier son progrès et sa diversité de loin. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Il m'est arrivé de publier des vidéos qui n'ont suscité que peu d'intérêt. Mais les vidéos virales occasionnelles m'ont encouragé de continuer à me faire découvrir. De nombreux visiteurs sont surpris par le niveau de développement de Saigon, et je suis fier de leur offrir une perspective nouvelle qui les aide à la voir sous un jour nouveau. À travers mon travail, je souhaite donner aux gens une vision plus positive et plus diversifiée du Vietnam. La beauté ne se limite pas à quelques villes célèbres, elle est partout. Il suffit d'avoir l'esprit ouvert et la volonté d'explorer pour découvrir d'innombrables perspectives captivantes. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.